Ça marche. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. C'est la team imaginaire en mode AGF. On est en direct du Parc Expo. Ouais, on a un petit Larsen parmi nous. Ah, mince. Avec Jean-Luc. Oui. Je vais vous parler de The Substance et The Borrower. Ouais. Donc on avait prévu de faire une émission assez gore parce qu'on avait Fleur Hopkins normalement parmi nous. Et elle est déjà repartie à Paris. Donc pour la team gore, on a Istalry. Salut tout le monde. Créateur de contenu pour le jeu de rôle Morborg. Exactement. Ça te va comme description? Et puis Candice Roger. Bonjour. Illustratrice qu'on connaît bien, imaginaire. Inspirée par le film d'horreur quand même. Ah oui, beaucoup. Même si tu ne fais pas, on va dire, de l'illustration horrifique. Alors on aura Sam Samsung aussi parmi nous C'est ça. aujourd'hui, qui nous montrera quelques visuels parce qu'on va parler pas mal d'illustrations. Je vous laisse vous présenter un petit peu plus, Istalry et Candice. Je te laisse l'honneur, Candice. Merci. Alors, je suis Candy, je suis artiste illustratrice. Vous m'entendez bien? Ouais. Très bien. Donc, artiste illustratrice, originaire d'Angers. Et donc, j'expose, je fais des dessins qui mélangent des univers réels, absurdes, très surréalistes. Et à côté de ça, je travaille aussi pour la presse, de plus en plus. Que dire de plus à part cela, c'est résumé en quelques mots, mais... Ouais, je pense que je t'ai découverte dans une expo, c'était dans le Vieux Angers, je crois, il y a une quinzaine d'années, et il me semble que j'avais vu un de tes dessins où on voyait un facehugger sur la tête de la denrée, de la soupe aux choux. Ah oui, tout à fait, ouais. C'était en 2014, c'était à la galerie en face, vers le château, là, et qui a fermé depuis, malheureusement. Et oui, c'était un facehugger parce que mon film préféré, tout simplement, c'est Alien. Bon, ben au moins c'est dit. Voilà, donc le facehugger est quand même Bon le choix. symbole d'Alien, donc voilà. Et sur la soupe aux choux, voilà, deux aliens qui se font des bisous, en quelque sorte. En effet. Bah, après, le soupe au chou, quand même assez horrifique en plus. En soi. Ça peut. Si on n'aime pas le chou. Istalry, tu te présentes? Alors moi, je crée du contenu depuis quelques années, pas très longtemps maintenant, pour globalement Morborg, donc du jeu de rôle OSR qui est un peu punk, apocalyptique, horrifique, médiéval. Et c'est un plaisir que de faire du contenu horrible auquel on va soumettre nos joueurs pour
leur arracher des membres, leur faire des mutations ou simplement des fois les tuer. En vrai, pourquoi faire durer le plaisir quand on peut être assez expéditoire parfois? Donc toi, tu écris des choses qui sont illustrées après? Alors je fais certaines illustrations moi-même et en effet j'écris principalement les textes. On a fait un livre avec 2 amis justement dans cet univers-là post-apocalyptique et horrifique et on a créé du contenu. Donc il y a évidemment pas mal d'illustrations assez horribles et assez fun à faire. Si on arrive avec Jean-Luc qui va montrer, voilà, ça c'est un golem de chair qui a une cage thoracique qui est transparente et à l'intérieur on voit la chair humaine qu'il mange. S'il y a des enfants dans le public, ne regardez pas ce qu'on est en train de vous montrer sur l'écran. Et là, ça, ce que j'aime bien, c'est très inspiré de l'univers de Johan Nord, de Morgborg, qui fait du détournement d'œuvres qui sont dans le domaine public et qui redessine par-dessus avec un côté vraiment très punk et souvent très gore pour transformer des œuvres qui pourraient être tout à fait normales ou gentillettes en choses assez atroces. Et donc là, 3 bébés qui sont en train de dévorer leur nourrice. Ok. Candice, est-ce que tu connais le travail de Johan Nord? Je découvre et c'est très gore, c'est très bien, c'est parlant et efficace. Alors là, visuel, on a peut-être pas que des trucs de Johan Nord, donc on a des choses inspirées par Johan Nord. Oui, ça en effet, c'est que inspiré par Johan Nord. Je me dirais pas que je suis au niveau de cet illustrateur, qui d'ailleurs, assez intéressant pour Candice, je pense, a illustré la dernière version du jeu de société, du jeu de rôle Alien. Il a été un des illustrateurs dedans et il fait un travail magnifique. Plutôt de travail de graphisme là pour le coup. Graphisme, où ils ont refait un peu la maquette du jeu. Ça a été un choc, non, pour toi, Morgborg aussi, quand c'est arrivé? Une claque graphique, parce que c'est vrai que je sortais du D&D, j'avais même acheté le livre Cyberpunk, le jeu de rôle, qui est 400 pages, quasiment sans illustration de texte. Et là, on tombe sur des livres à la Morgborg qui font 35 pages ou 50 pages. C'est quasiment que de l'illustration ultra graphique, ultra visuelle, avec ce jaune néon qui est caractéristique de Morgborg. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra libérateur, un jeu de rôle où on fait place à l'imaginaire, vraiment la vision qu'on peut avoir de ce monde-là, plutôt que de le décrire. Et je trouve que c'est très libérateur. Ça nous laisse vraiment nous l'approprier et l'explorer avec quelque chose de très fort et très tapant, plutôt que d'avoir, 40 pages à lire avant de comprendre ce que c'est dans le monde. Là, en 1 heure, on peut y jouer et c'est génial. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que le livre de base, il fait 90 pages max. Ouais, grand max. Et ce monde, qui est une péninsule, avec 4 royaumes dessus, c'est ça. Et très peu d'écrits. Il doit y avoir, 5 phrases pour décrire chaque royaume et une illustration. Le livre, c'est 2 pages d'intro, 4 doubles pages pour chaque royaume, enfin une double page pour chaque royaume, donc 4. Il y a à la fin une aventure qui fait 10 pages déjà, 10 pages pour créer son personnage avec 6 classes, donc il y a 6 pages. Ça, c'est un peu l'ancienneté D&D. Sur les 90 pages, ça avance très très vite et je trouve ça super satisfaisant de pouvoir se mettre dans un univers qui est aussi évocateur, aussi rapidement. Et on avait parlé de Vermis sur d'autres émissions et on est vraiment ça. C'est une image vaut 1000 mots, autant mettre 90 pages d'images et avec un petit peu de texte et on est déjà dedans. Et ce qui a fait leur succès justement, c'est de ne pas sortir un énorme lore dès le début, de laisser énormément de place à l'imagination des maîtres du jeu. Et il y a une communauté qui est tout de suite arrivée dessus, sur les réseaux, et qui a proposé plein de contenu. En effet, il y a une vraie difficulté dans ce qu'ils ont créé, c'est d'avoir des images qui sont extrêmement évocatrices et un texte qui est raffiné pour être au minimum de ce qu'il doit être, pour être quand même apporter tout ce qu'on a besoin de savoir, mais en pas en mettre plus. Et quand on écrit des choses, c'est dur de pas en mettre trop. Enfin, on a vite tendance à vouloir tout expliquer, tout impliciter, etc. Et donc là, il y a vraiment un exercice de retenue qui est assez compliqué. Il y a un exercice de design qui est très très fort pour que tout reste lisible malgré des pages extrêmement visuelles et travaillées. Et après, en effet, ils ont autorisé la communauté, comme ce que j'ai fait moi, à utiliser une troisième partie, une licence de troisième partie, qui permet à n'importe qui de vendre du contenu sur cet univers-là. Ce qui permet que la communauté s'est emparée de cet univers et a créé moult add-ons, extensions, contenus, etc. qu'on a le droit de vendre, donc les gens peuvent en vivre et peuvent s'exprimer dedans. Et ça a fait juste enrichir tout cet univers. Et maintenant, c'est un écosystème qui vit très très bien. Et qui est reconnu maintenant depuis 3-4 ans. C'est devenu un pilier de l'OSR. Et qui est hacké maintenant par des déclinaisons dans d'autres univers. On a Pirateborg, on a Cyborg.
Pirateborg, Sideborg, Solmorg qui est dans l'espace. Orcborg aussi, on ne peut jouer que des orques. Il y a un avec des vampires, il y en a on joue les Hellraiser, il y en a on va jouer le Doom comme dans le jeu Doom, on défonce avec des shotguns et voilà. Il y en a un, c'est un mélange Première Guerre mondiale, un peu à la Warhammeresque avec des gaz moutards, des choses comme ça, des trucs très violents mais en même temps un peu de science-fiction. Enfin, un peu de fantasy, pardon. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, ce qui est assez chouette. Et puis, tout marche ensemble. C'est un univers où, en fait, c'est pas déconnant de mélanger ou au cours d'une partie, de dire, bah, ok, cette partie, on va partir plus dans cet univers-là. Et c'est pas choquant. Parce qu'on n'est pas là pour la grosse histoire, on est là vraiment pour l'aventure. Les personnages vont vite mourir, sont plutôt jetables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le moment, les actions, les choses débiles qu'on peut faire. Mettre une couronne sur nos têtes, se retrouver maudit, ressembler à une limace, mais être 4 fois plus puissant parce qu'on lance des sorts maintenant. Bon, voilà, des choses rigolotes. Candice, est-ce que tu as déjà pensé à partager ton univers visuel d'une façon ou d'une autre? Botéropop, par exemple, fait... bon, après, le Botero, il est facile à dessiner, mais il fait des choses qu'on peut quitter un peu soi-même. J'ai pas tout à fait compris ta question. La question était un peu... je suis du mal avec Candice. Ouais, pas très personne n'a compris, là. Ouais. Je me demandais si tu avais pensé à proposer quelque chose que les gens pourraient reprendre à partir de tes dessins. Ah oui, faire des... Reprendre de quelle façon? Je pense avoir compris. Faire des... Laisser les gens s'emparer de ton univers. Ouais. Tu vois, tu fais des illustrations qui déjà s'occupent un petit peu de prendre des choses de l'espace public et de l'espace pop qui existent, etc. Alors, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, on est ça en peut train être de s'enliser là, ça va pas du tout. soit technique, soit... Je trouve que tu fais des dessins, si je peux essayer de faire ma question, tu fais des dessins de pop culture un petit peu qui reprennent justement la soupe aux choux et Alien, qui mélangent des choses qu'on connaît. Est-ce qu'il y a un moyen que les gens puissent s'emparer de cet univers que tu crées en remélangeant les choses comme ça? Voilà, si c'est ça la question de Romain. Ah bah bien sûr, enfin c'est libre, les gens peuvent s'en inspirer, comme j'ai été inspiré d'autres gens. Non mais pour le coloriage finalement c'est pas con, t'as jamais... parce que un livre de coloriage? Ouais, tu commences, tu commences au crayon. Après, tu encres et après, tu fais des aplats de couleurs, non? Ouais, c'est ça. En fait, je commence au crayon à papier. C'est très artisanal. Et après, je passe au trait fin. C'est du crayon noir à base d'encre de Chine avec des petits points et des petits traits. Et après, pour les originaux, c'est du Pro Marker, les couleurs. Et sinon, pour le numérique, c'est des couleurs numériques. Et on me l'a déjà dit, le coloriage. Je l'ai jamais fait, j'y pense. Mais j'ai plein d'idées comme ça. Mais voilà, j'ai plein d'idées, mais il faut les faire. Mais c'est une bonne idée. Un des petits coloriages à trous, moi j'aime beaucoup l'illustration où il y en a quelqu'un qui se fait arracher la peau par son amoureux, etc. Et il y a des petits coloriages à trous pour bien faire toutes les petites veines, les petites... Oui, tous les petits muscles. Un truc où on relie les points, non? Ah ouais. Ah, ça serait possible aussi. Ouais. Et à la fin, on fait un truc horrible avec quelqu'un, il lui manque la moitié du visage. Je pense qu'il y a des choses sympas. Détente cathartique et détente, je pense, c'est ça le oui, mélange. voilà. Bon. C'est celui-ci, voilà. En attendant, alors il y a ce fanzine. Comment c'est venu l'idée du fanzine? Ouais, tiens, on revient en noir et blanc là. Je sais pas qui a envie de colorier. Apparemment, toi, t'as envie de le colorer. Je trouve ça chouette. Je pense qu'il y a des belles nuances de je rose. Je sais où mettre le rouge en tout cas. De le faire, moi, franchement. J'ai envie de le faire. Ouais, le fanzine, c'est venu comment Alors, le fanzine, c'est venu d'une idée très simple. En fait, c'est un recueil de légendes urbaines. J'en ai fait 3, il y a 11 histoires à l'intérieur. C'est que des légendes urbaines qui sont connues par le grand public. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, il y en a que les gens ne connaissent pas, mais c'est tellement large et il y en a tellement que c'est infini, en fait, la légende urbaine. Je sais pas, tu les trouves où tes légendes? Où est-ce qu'on trouve des légendes urbaines? Dans les cours d'école, quand j'étais petite, par exemple, tu vois. Mais il y avait Marilyn Manson était déjà là quand tu étais petite à l'école? Ouais, Marilyn Manson était déjà là. Alors, attends, petite, je parle du collège. Et on nous racontait déjà cette histoire de Marilyn Manson qui s'était fait enlever des côtes pour se donner du plaisir personnel. Et on y croyait tous. On y croyait tous et en fait c'est faux, je l'annonce. Voilà, s'il y en a encore qui s'en doutaient. On est déçus. On est tristes. Mince, voilà. J'y croyais en plus. Ah bah tu vois, t'apprends quelque chose. Et mais il y en a plein comme ça, des groupes de rock qui découpaient des vaches à la tronçonneuse sur scène. Enfin il y a plein d'histoires comme ça, qui écrasaient des poussins. Ah ça c'est vrai pour le coup je crois. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas de public là pour faire un quiz. Vrai ou faux? Mais tu vois là je vois t'as une page où c'est une cigarette. En fait la légende dit que si tu fumes une cigarette d'une telle marque que je ne citerai pas, et que si tu la poses debout et que tu laisses la cendre se consumer
et que la cendre reste sur la cigarette sans tomber, tu gagnes des cigarettes à vie offertes par cette marque. Ah Voilà. oui. Et ça, c'était une légende urbaine qui se racontait comme ça. Moi, Ok. je me souviens des Lucky Strike où tu es censé avoir une cigarette où il y avait de la weed dedans ou dorée. J'avais eu plein de versions de ça. Et donc, il y en avait dans des paquets. Parfois, tu avais une chance d'avoir une Lucky Strike, une Lucky cigarette. Mais là, celle-ci, je la connaissais pas, en effet. Mais tu c'est vois, vrai, en fait, encore j'hésite cigarette. à faire un 4e numéro. Et en fait, dès que je parle de ça, il y a des gens qui ont d'autres histoires. Bah oui. Et je me dis, mais en fait, il y a de C'est quoi faire. infini, Quoi. c'est infini, c'est ça. Ouais. Voilà. On a tous Ce sont des histoires. le Dahu local. Et puis Oui, on, voilà, c'est on ça. les rebricole un peu peut-être, c'est un peu Oui, bah, transformé par chaque personne aussi. C'est pour ça que ça s'appelle la femme qui a vu femme qui a vu l'ours. C'est en fait c'est les rumeurs, les choses déformées. Comme on dit le cousin de mon oncle, nanana. Et plus ça passe d'oreille en oreille, plus l'histoire se transforme et devient de plus en plus rigolote ou gore. C'est le phénomène des légendes urbaines. Alors comme dans Morborg, il y a un petit texte quand même aussi. Hein. Enfin, c'est Bah, pour parler de cette Faut légende expliquer urbaine. l'image quand même. Ouais. Ce que je trouve toujours chouette dans tes illustrations et dans ces zines, et on en parlait au tout début, c'est le côté absurde. Je trouve que dans le gore, globalement, il y a toujours un côté absurde qui me fait rire. Moi, je suis un grand fan des Evil Dead de Sam Raimi, et je trouve que c'est un gore qui peut être horrible, c'est un body horror qui peut être ultra Le premier affreux, film comme est dans The flippant, hein. Substance, mais ça m'a toujours fait rire parce que j'ai toujours trouvé ça absurde en fait. Il y a un côté tellement grotesque, et on est vraiment dans le grotesque, que ça me fait rire. Et je vois tes dessins, et c'est ça, ils sont horribles en vrai. Ils peuvent faire mal, on voit l'intérieur des corps, on imagine des souffrances qui vont arriver aux héros. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher que je trouvais ça C'est l'heure un de peu l'apéro, rigolo, apparemment. un peu absurde. La horde arrive. Ah tiens, est-ce que ça vient de Alien ça Ou c'était une légende urbaine avant Dans C'est- Alien, il me semble qu'ils jouent avec un couteau dans, Oui, c'est dans le vrai. restaurant Oui, et ils c'est essaient de... Dans la cuisine, dans le premier. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, ça vient pas de Alien, celle-ci. Alors, il y en a, je ne sais pas d'où ça vient, l'inspiration. Des fois, c'est des images que je vois, une chanson que j'entends, un livre que je Non lis. mais comme c'est ton film favori, je me dis Ouais, ça. bah j'ai pas pensé à Alien, désolée quand j'ai fait celui-ci. Mais pour en revenir à ce que tu disais, j'essaye de mettre toujours un truc drôle quand même dans mon dessin. Il y a du gore ou pas, il y a toujours une situation gênante, mais il faut que ce soit drôle, absurde et surtout avoir beaucoup de cynisme en fait sur la société. Et de D'accord. l'humour noir, en fait j'ai envie de me moquer des gens, des relations, Et des tu choses le comme fais. ça. Très bien. Ben, merci, c'est ce que j'essaie de faire, donc tant mieux. Ah, j'aurais sauté citer The Thing aussi, de Ah, Carpenter, qui est vraiment, je trouve, dans cet univers-là, parce que c'est un film qui est terrorisant, qui est à la fois fantastique, psychologiquement, qui est super fort, et il y a des transformations. Si on fait pause, le mec avec la tête qui se barre, avec les pattes d'araignée sur le sol, c'est horrible, et en même temps, je trouve ça tellement drôle, parce que c'est moche, mais c'est un moche, moi, qui suinte, qui est crade, que je trouve ça chouette. C'est moi ce que je retrouve d'ailleurs dans le JDR que je fais, que j'aime bien, quoi, un JDR qui suinte. The Thing, en plus, tu avais l'usurpation d'identité, qui est quand même quelque chose de très très flippant. On ne sait plus qui est Qui est un thème récurrent du body horror et de l'horreur, je trouve, être dépossédé de qui on est ou de la confiance des autres ou ne plus avoir confiance en les autres, ça reste quelque chose de global. Ouais, je crois que le terme c'est body snatcher, ça. Exactement. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Mais oui, on retrouve souvent ça. Ouais. Tiens, Jean-Luc, reste sur cette image. Ah, En fait, mince. le body horror, ça peut être assez poétique des fois quand même. Là, je vois qu'une plante émerge d'une tête. Mais tout à fait. En fait, elle ne trouvait pas l'homme à son goût, donc elle lui découpe la tête pour voir éclore en lui un joli bouquet de fleurs. Donc voilà. Donc ça fait passer aussi un message sur les relations des gens, mais en mettant vraiment un truc gore, ouais, body horror, quoi, pour mettre un peu de poésie là-dedans. La beauté est dans l'œil de l'observateur. Après, sur ton dessin en soi, on enlève les langues de peau qui pendent de la tête de la personne. C'est juste quelqu'un qui a une tête en forme de bouquet, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté organique de la chair qui pendouille sur les côtés. Ah oui, c'est très organique, Cet ouais. élément-là qui est le plus horrifique, je trouve, et la Ouais. juxtaposition qui rend ça chouette. Bah, on dirait presque une banane en fait. Hein. Ouais, ouais, c'est c'est ça. une banane. Ouais, c'est Sa ça. tête est une banane. Mais du coup, la coiffeuse, c'est toi, c'est ça? Ah oui. Alors, Bonne question, Je vois qu'il y Jean-Luc. a beaucoup de dessins. Elle se où- représente souvent. Oui, c'est ça, je voilà, où pense. ça te représente. Alors, vois ça, il y en a je suis beaucoup. toujours gênée quand on me demande ça parce que ça fait vraiment pas modeste du tout la personne qui se Non, mais dessine. ne sois pas modeste. Voilà, mais bon, souvent j'ai besoin d'un modèle quand même et puis je mets à disposition. Donc autant se servir de ma personne, j'ai envie de te dire. Et aussi, je fais souvent des franges et vu que je porte la frange depuis 20 ans, voilà, dès qu'il y a une frange, on se dit bon, c'est toi. Mais voilà, mais je serai jamais vraiment honnête avec cette question. À chaque fois, je dis c'est pas vraiment moi, mais en fait si. Et là, tu as choisi de mettre en couleur juste certaines parties de l'image.
Ouais, alors en fait, ça c'est un dessin qui date d'il y a 10 ans, je pense. C'est toi qui me l'as envoyé là. Ouais, j'ai fait un méli-mélo de tout ce que j'avais Ah oui. Enfin, voilà. Et en fait, le style évolue au fur et à mesure des années. Et en fait, plus les années passent, plus je mets de la couleur. Et le style change quand même. Enfin, quand je regarde, c'est inévitable en fait. On change toujours de style, il faut de la nouveauté. C'est intéressant aussi, je découvre un peu ce que tu fais pour être honnête, et c'est marrant parce qu'on parle de body horror et de gore, etc. Et les dessins de Candice évoquent cette horreur-là, mais il n'y a jamais de sang. J'ai vu. Alors là, j'en ai pas vu encore pour l'instant. Il n'y a pas non plus de morceaux, je trouve. Il y a un petit peu des gens qui fondent ou des choses comme ça, mais au final, on est sur un gore qui est très suggéré et c'est plus une idée qu'on a en tête quand on voit ton dessin, mais j'ai pas encore vu en tout cas vraiment de boyaux qui dégoulinent comme on peut voir, c'est ça, comme dans du Sam Raimi, du film de zombies, etc. Ou alors j'ai été préservé de ces visions. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de boyaux. Souvent il y a du sang, des plaies, tu vois, comme les mains où ils se tirent les nerfs. C'est très propre. Ouais, c'est propre. C'est propre. Voilà, celui-là. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans du gore vraiment dégoulinant, parce que je veux rester dans une esthétique assez simple et tu vois, juste un trait, pas des trucs. Il y a un peu un dessin médical dans le style. Je trouve surtout sur celle-ci, on voit les côtes sur ouvertes. Marilyn Manson. On pourrait imaginer ça dans un livre de médecine. Ok, c'est comme ça que les côtes sont faites. C'est très factuel. Il y a un côté froid de l'approche du corps humain comme ça dans les dessins, je trouve. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est la première fois qu'on me le dit. Du coup, je réfléchis en même temps que tu me le dis, mais oui, c'est vrai. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Pardon. Parce que les humains sont un peu des objets aussi, ou deviennent des objets, ou fusionnent avec des objets. Oui. Après, c'est peut-être ta vision du fantastique aussi, qui est une irruption du surnaturel, mais dans un quotidien assez banal. Oui, c'est ça. Ça me revient. On parlait de body horror et tu me disais qu'il n'y avait pas de sang. Par exemple, il y a un dessin que j'ai fait qui est dans la liste, mais bon, pour le retrouver. Et en fait, c'est une fille qui ramasse des bouts de porcelaine par terre, couleur chair, couleur de sa peau. Et en fait, sur une case d'après, elle se les recolle sur le visage, comme si elle s'était cassé le visage. Donc, c'est du body horror en quelque sorte, sans sang, c'est très figuratif. Voilà, c'est figuratif, quoi. Est-ce que tu peux me dire comment tu trouves ces idées du quotidien qui bascule complètement dans le surréalisme? Comment je trouve ces idées? C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans des conversations que je vais avoir avec des gens, une phrase que j'entends, que je lis dans un journal, un livre. En fait, c'est une réflexion perpétuelle ou même en fait, des fois c'est tout simple, vous ouvrez un dictionnaire et vous tombez sur un mot et puis il peut se développer une idée autour de ce mot, quoi. Tu t'inspires de certaines expressions aussi. J'ai vu le cul bordé de nouilles, mais on l'a pas là dans les... Alors c'est pas le nom du tableau. C'est pas le nom du tableau, mais tout le monde croit qu'il s'appelle comme ça. Donc en fait, pour décrire, c'est une femme assise sur un plat de spaghettis sur un tabouret. Elle est en slip. Et en fait, le vrai nom de ce tableau, c'est pornopulence. Et en fait, c'est un mot que j'avais entendu d'une sociologue sur une émission de radio et qui décrivait la façon dont la société montre cette pornopulence par les réseaux sociaux ou même par les gens avec des signes ostentatoires, des bijoux, des machins, des comme ça. Et les riches sur Instagram qui prennent leur jet et tout. Et elle avait dit pornopulence. Et tu vois, ça m'avait donné une idée, c'était ce dessin. Ok. On s'écoute le choix musical d'Istallery. Et puis on revient, et puis on aura bientôt à l'antenne aussi Roxane Dambre et puis Sébastien Sellerin. Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis rascar capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémions marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Et c'est l'hypocrisie totale, un peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, un peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Cadillac, empire, soupir, reviens.
te chier dans le crâne, faire un petit tas, c'est obtus que je cause, qui est en toi, qui je cause. Dans ton fort intérieur, y a un enfant qui pleure. Toi tu te sens plus, lui il se sent mal. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu reconnais le petit gars qui est en toi. Le ptio, la piote qui chiale dans le fond, c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché, sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant. Gosse, le fanfaron, la pétale qui tourne en rond. Tu crois gérer, mais t'es mal digéré. Il est où le ptio que t'étais? Il est mort le ptio que t'étais. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chie pour la table. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noie les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais tout, j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full sentimental, j'étais souvent cherché. Mais où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard ou je knock. Alors laisse-moi triper l'esprit, room, non ma vie, non. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. 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 L'argent coule à flot à l'Angers Geek Fest. Oui. Pourquoi ce choix musical, Istallerie? Déjà Stupéflip. parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et depuis, je m'en suis jamais vraiment remis. Et donc, Stupéflip fait partie de mes écoutes régulières. Et récemment également, j'ai fait un petit contenu pour Morgborg inspiré de Stupéflip en faisant une sorte de faux album. J'aimais bien dans les CD. Le faux album. Dans les CD, quand on achetait un CD, il y avait une pochette à l'intérieur avec des pages qu'on pouvait tourner, avec des descriptions, des choses. Oui, ça comme existe toujours, je crois. Ouais, je trouve que ça on trouve De moins en moins. De moins en moins. Hein. Oui, Ouais. de moins Et en donc moins. j'ai voulu Ouais. faire, c'est ça, une fausse pochette de CD et avec l'intérieur, chaque page est un élément inspiré du crew, de leur univers, etc. et transposé dans l'univers de Ouais, Morgborg. Donc faire des donjons, faire les créatures, écrire leurs textes, leurs statistiques, etc. Mais alors, comment tu t'es inspiré de Stupéflip? Comment tu les envoies dans l'univers de Morgborg? Bah alors, assez simplement en vrai, hein, ils ont déjà un univers Ouais, c'est graphique et textuel qui est assez, je trouve, fort. Et puis ils parlent beaucoup de la menuiserie, de temples, de rituels ésotériques, ils sont une entité qui se balade dans le monde, etc. Et donc en fait, c'est assez facile d'en faire une sorte de secte un petit peu malade, un petit peu fiévreuse dans leur ferveur. Et ils sont souvent masqués aussi, il me semble. Ils ont un côté Exactement, un peu, c'est ça. Et donc chaque membre est censé être masqué. Il y a tout un délire sur la menuiserie qui est un peu le nom de leur secte et de leur entité. Et donc c'est pas tellement très dur de remettre ça comme un peu une secte folle dans un monde médiéval apocalyptique. Et j'avais pas vu le clip de ce morceau Stupéflip vite, c'est toi qui me l'as envoyé là pour l'émission, et quand j'ai vu un peu les décors dans le clip derrière le groupe, je me suis dit mais on dirait la forêt de Sarkash d'Amorgborg. En C'est effet, noir et blanc. il y a un travail un peu comme ce qu'on peut voir là à l'écran, de reprendre des vraies photos, des vrais éléments du monde et de les transposer, de les travailler, donc mettre des gros filtres, de les imprimer, de les rescanner pour avoir des gros effets de tonnerre, d'imprimante dessus, de les déformer et de faire un peu du collage un peu malade pour faire ces visuels à la fin. Donc, ça vient de l'école situationniste, ça, non? Alors, ou du fanzine à punk, peut-être? Alors c'est ça. Aussi. Je pense que Morgborg et
Stupéflip, c'est très punk dans l'idée. Et donc, c'est ça, c'est prendre des choses de pop culture, de l'univers autour de nous, et de les transformer et de les rendre un petit peu plus, alors violents, pas obligatoirement, mais c'est ça, un petit peu impactant. C'est ça. Et je pense que punk, c'est une bonne définition. Et Candice, alors donc, t'as pas vraiment répondu à ma question tout à l'heure. Je dis pourquoi tu fais des fanzines Parce que pour lier un peu ces choses, ces illustrations entre elles. Ouais, en fait, je fais que du dessin unique et en fait, j'avais vraiment envie de créer un petit livret qui rassemble quand même des choses pour proposer un autre genre de produit aussi et puis m'emmener vers autre chose tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup moi faire une BD, être édité, rentrer dans ce truc-là et c'est compliqué bien évidemment, ça demande beaucoup de travail. Et en amont de ça, j'ai préféré commencer par le fanzine pour avoir un petit goodies tout simple quoi. Je te verrais très très bien dans du métal hurlant. Je trouve qu'il y a vraiment cette vibe. J'aimerais bien, ce serait un honneur. Et puis faire des. C'est ça le. Ça moi, existe encore. J'aime beaucoup le format de métal hurlant, d'avoir des BD de quelques pages, une histoire un peu comme une nouvelle et qui se finissent pas obligatoirement sur un truc ultra résolu. Mais donc c'est pareil, ça ouvre l'imaginaire sans jamais le refermer. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Je pense. Pour moi, ce serait un bon fit. On les appelle. S'ils t'entendent, voilà. Métal Hurlant, je sais pas où est leur stand aujourd'hui, mais venez. Ah, ils ont un stand de Métal Hurlant. Ils sont pas loin là. Ouais, c'est pas loin. Il y avait une expo aux Utopiales il y a pas si longtemps, à la dernière édition. Tu fais aussi de l'illustration au one shot. Il y a des couvertures de livres. Il y a une anthologie pour Imaginaire. Ouais, qui était aussi l'affiche de notre festival, puisque tu fais aussi des affiches de festival. Double jeu. Ouais. J'ai fait des couvertures de livres, du coup, la vôtre déjà. Et là, dernièrement, j'ai travaillé avec les éditions Monde Métallifère. Ça s'est passé comment? Qui a topé qui? Eh bien, c'est l'éditeur qui m'a contacté, qui m'a demandé si ça me disait. Et puis moi, je connaissais déjà les éditions Monde Métallifère. D'accord, tu peux nous les présenter un peu Oh là là, peut-être pas. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller à la librairie Myriagone à Angers. Ouais. Il a tous les livres des Mondes Métallifères et c'est très bien en parler et il en parle très bien. Et donc, tu as illustré l'Islande, c'est ça, non? Comment il s'appelle ce roman-là? Islande, ça s'appelle Islande, ouais. Islande, ouais. Bon, et du coup, il m'a contacté, il m'a dit est-ce que tu peux faire quelque chose qui ressemble un peu à tes légendes urbaines, donc des cases. D'accord. Voilà, et il m'a envoyé des scènes du livre. Et je devais piocher, choisir en fait des scènes que je voulais et du coup les assembler pour. Finalement, tu n'as pas trop choisi, tu as pris plusieurs scènes du livre. Ouais. Oui. Et sinon, les affiches de festival? Alors, les affiches de festival, c'est pareil. Voilà une. Ouais, alors ça, c'est une expo que j'ai créée avec deux amis qui font partie de Fishbrain, parce que je fais aussi partie de l'atelier Fishbrain à Angers. Et donc, on a créé une expo, c'était la 5e année l'année dernière. On fait une petite pause cette année. Attention, scoop. Ça n'aura pas lieu cette année. Et donc, on réunit à peu près 8 artistes qui viennent pas forcément d'Angers, mais de toute la France. Et donc, on fait l'affiche nous-mêmes. Ça nous fait plaisir. On est libre. On n'a pas des obligations comme pour un festival. On peut faire ce qu'on veut. Et donc, on se fait plaisir avec cette affiche. Fishbrain, donc, est un endroit plutôt pour la sérigraphie. Ouais, tout à fait. C'est un atelier de sérigraphie. Textile beaucoup, mais qui font aussi de l'affiche. Et il y a la boutique rue Saint-Martin à Angers, et il y a l'atelier où j'ai moi-même mon atelier à l'étage. Et voilà. Donc toi, tu as un atelier de dessin alors, atelier, on n'est plus sur un bureau, un grand bureau, voilà, qu'on se partage avec un collègue. Voilà, c'est un espace de coworking, on est deux. Et voilà, j'y vais tous les jours faire mon petit truc, parce que c'est pas rigolo quand on est indépendant de travailler chez soi, enfermé. Donc c'est très bien, et il y a une bonne ambiance là-bas, donc c'est cool. Non mais laisse Jean-Luc cette image, parce que même dans un... Alors je sais pas ce que c'était ce festival Salon de Curiosité. Alors ça c'est à Nantes, c'est 4 nanas qui s'appellent les Morues Frangées. Ouais. Et c'est un grand salon où il y a plein de choses très rigolotes. Il y a des shows de... comment ça s'appelle quand on se déshabille là? Pas striptease, mais d'effeuillage. Voilà. De l'effeuillage. C'est pas pareil. Ouais. Et puis il y a des stands. C'est comme le Geekfest en plus petit, mais qu'avec des nanas. Ok. Voilà. En beaucoup plus petit. Et elles ont toutes des franges? Elles ont toutes des franges, ouais. Voilà, toutes les Morues Frangées. Ils sont en direct sur les affiches, ouais. C'est la norme. Et j'ai l'impression que quand même, t'as pas pu t'empêcher de mettre le requin des Dents de la Mer, ou je dis des bêtises. On dirait un peu, je trouve, le visuel de Jaws. C'est complètement le requin de l'affiche, ouais. Bah oui, il y a toujours un petit lien avec un petit film dans les trucs que je fais, quoi. Et pas les films les plus...
Les plus feel good dont on parlera dans. Non, jamais, plus jamais, safe. jamais. Vous m'entendrez très peu parler de films feel good quand même. Ok. En général. Bon. Eh ben, c'est peut-être le moment où on va parler. De The Substance. Ouais. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Candice et Salery. Ouais. Plusieurs fois. Ah bah. Ah ouais, carrément. Fais attention à ce que tu vas raconter. Ouais, c'est clair. Ouh. Ah, c'est bon, je suis chaud. Alors imaginez une star sur le déclin, Isabelle Sparkle, qui se voit proposer une solution miracle, The Substance. On vous injecte un produit et là une version de vous-même, plus jeune, plus belle et plus parfaite. Sort littéralement de votre corps. Seule règle, vous devez partager votre temps. Une semaine pour la vieille, une semaine pour la jeune. Pas d'exception, vous n'êtes qu'une seule personne. Le film est réalisé par Coralie Fargan. Moi, je dirais Farja, quelque chose comme ça. Oui, c'est Forja. Farja, c'est ça, ouais. On n'était pas sûr, toi, tout à l'heure. C'est une Française, voilà, faut le souligner, je trouve quand même. Ouais, c'est mieux. Dans le casting, nous avons Demi Moore, qui joue Elizabeth Sparkle, qui a joué dans le fameux Ghost, que tout le monde connaît, Striptease aussi, j'imagine. puisqu'on parlait de striptease. Et Striptease, j'allais venir, Ah ouais, c'est vrai. des hommes d'honneur. Striptease. Pas que moi voilà. qui me rappelle de ce film-là. Ah non, tout le monde se rappelle. Nous avons aussi Margaret Qualley, qui joue Sue, la version jeune d'Isabelle Sparkle. Elle a joué dans Death Note. Ah bon Ouais. Les adaptations. Ouais, L'adaptation qui était vraiment... Je suis pas sûr qu'il Ouais, faille bon, le. Non, je sais, je Tu suis- veux l'air qu'elle monte ses pieds. Jean-Luc dans un aime dernier bien appuyer là où Tarantino, ça c'est fait mal. Ouais, là, je suis désolé pour... Voilà, désolé pour tout le monde. On l'a vu aussi dans The Nice Guys. Et le fameux Once Upon a Time in Hollywood, excusez-moi, Ah oui. d'un petit réalisateur, je sais plus son nom, je sais plus comment ça s'appelle. Tarantino, non? Je crois, oui, c'est ça, je crois, voilà, ouais. Avec une Et- séquence pied mémorable. Ah, comme magnifique. dans tous les Ah, Tarantino. Et émotion spéciale, elle a joué aussi dans Death Stranding avec Norman Reedus. C'est un jeu correct. qui était, c'est ça, correct. Un jeu qui était fait par Hideo Kojima, Ok. le plus grand créateur du monde. Voilà, je suis fait mon Et fanboy. Et c'est marrant, Désolé. dans Death Stranding, elle joue déjà une personne qui a deux personnes en elle, C'est ça, parce qu'elle ouais, a sa c'est ça. jumelle qui est morte, Oui, qui est en c'est ça. elle. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, elle aime les personnages qui sont un peu subtils et un peu bizarres. Là où le film est un chef-d'œuvre de body horror, comme on dit, c'est qu'il nous épargne rien. On n'est pas dans la métaphore subtile, c'est de la chair qui craque, des aiguilles qui s'enfoncent et des mutations qui dégoulinent. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène au tout début où on la voit sortir du corps. Je sais pas ce que t'en as pensé. Elle est sur le sol de sa salle de C'est bain, ça, je crois, voilà, ouais, c'est c'est ça. voilà, Et vraiment, voilà, ça première fois où s'ouvre, elle sort ouais. vraiment. Et là, on voit vraiment le truc, c'est assez dégueu, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé un peu Bah, c'est surtout, on sait pas ce qui va sortir. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Voilà. ça. Bon, on sait qu'il y a Margaret Qualley qui joue dans le film, donc on s'imagine bien D'accord. qu'elle va Ça- que c'est elle Voilà, à un qui moment donné, va elle va sortir. sortir. Abracadabra. C'est de la chair qui craque, comme je disais. Le corps n'est plus un sanctuaire, c'est une matière plastique qu'on déchire pour satisfaire le regard des autres. D'ailleurs, l'hémoglobine, le film pose une question brutale. Jusqu'où est-on prêt à s'autodétruire pour rester regardable? Donc Hollywood, Hollywood, je veux dire, c'est les jeunes en avant et les vieilles actrices, on les met un peu en retrait ou à jouer le même rôle de mère. Mais tu verras jamais faire des rôles de femmes sexy, vraiment sexy, je sais pas comment le dire. Bah, c'est ça, tu Oui, tu c'est ça, peux vraiment, dire. voilà. Oui, c'est ça, ouais. Bon, dans quelques minutes, on parlera d'un jeu de rôle où on peut incarner des dames âgées. J'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas encore de film hollywoodien adapté de cette chose. C'est une satire féroce sur Hollywood, le patriarcat et la haine de soi. C'est magnifique visuellement. Moi, j'ai adoré. Le film dure 2 heures, je crois bien, mais j'ai adoré, quoi. Du début à la fin, moi, ça m'a vraiment... voilà. Charles, qu'est-ce que t'en as pensé un peu, Retourner les toi, tripes. Alors, du film? moi, Côté vraiment, visuel. je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai même pris en Blu-ray parce que je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. La filmographie est top, la photographie Ouais. est superbe. Il y a vraiment ce côté clinique, horrible, et après on sort dans la ville derrière. Il y a vraiment un travail sur l'appartement d'ailleurs qui est Oui. super chouette, qui est très aliénant, avec ses longs couloirs, C'est ses vrai. espaces un petit peu déformés, Mm. etc. Et puis une Demi Moore et une Margaret Qualley qui sont fantastiques. Et un body horror qui est particulièrement dur à regarder, puisque il y a beaucoup de body horror qu'on ne choisit pas, qui sont infligés Ouais. au héros et il se voit se transformer et tout, alors que là on voit tout le temps l'héroïne rechoisir Oui, de c'est ça. continuer son horreur et de continuer à souffrir de son choix, et elle continue de le choisir en fait à chaque fois, et au cours du film on a envie de dire non, genre Ouais, mais c'est un Arrête, rapport à arrête. l'addiction. c'est ça, En fait, c'est une exactement. addiction, ouais. C'est l'addiction Ouais. au regard, l'addiction au plastique, à son propre corps, et la jeunesse. l'incapacité de cette personne et de notre système à accepter les défauts et de vieillir.
et ça la tue littéralement avec une fin grandiose, tarantinesque. Magnifique. D'ailleurs, Ah oui, elle est magnifique. avec Elle est magnifique. Ah, une j'avoue. pluie de sang qui est J'avoue. jubilatoire. Moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Ah ouais. Ah. Alors, Moi, j'avais c'est vrai déjà que trouvé dans le le Revenge. film est dans la retenue globalement jusqu'à ce moment-là, et Ouais, il y a c'est ça. vraiment un dernier acte qui est vraiment, je dirais, presque féerique. Ça devient presque le conte de fées, puisque d'ailleurs elle a sa robe de princesse, etc. Et c'est le conte de fées qui a complètement pris un coup de pelle dans la gueule et qui commence, c'est ça, à jeter du sang partout, puis elle court et elle finit dans une sorte d'extase ou d'orgasme, un petit peu à perdre complètement ses repères, et elle fond sur le sol du boulevard d'Hollywood dans un dernier un petit peu plaisir d'avoir complètement lâché la rampe. Et il y a un côté un peu jouissif de cette fin en glissade, mais je peux comprendre que c'est too much. Ça par contre c'est clairement le cas. C'est ça. Alors pour conclure, si vous avez le cœur solide et que vous aimez quand le cinéma hurle ses vérités, comme on disait, à travers des transformations monstrueuses, on en revient à la fin, foncez. Mais un conseil, ne mangez pas de spaghettis avant le film. Voilà, Pas je avoir le pense que cul vous- bordé de nouilles. Voilà, on va éviter quand même. Donc on continue sur... Non, mais en fait, on n'a plus le temps, Jean-Luc. Il faut qu'on Ah, laisse bah. la place à notre Ah, bah, je suis scène désolé, Feel voilà. Good. Bon, bah, on fera La prochaine fois, prochaine, voilà. prochaine The chronique. Borrower, voilà. The Borrower, film Parfait. gore de 1990, quelque chose comme C'est ça. ça, ouais, 90-91. Alors moi, C'est qui a ça. été un choc visuel, je l'ai regardé sur Canal+ à minuit et quelques à un moment, et j'ai éteint la télé. C'était vraiment trop horrible. On en parle dans une prochaine émission. Avec plaisir, on fait ça. Candice et Istalry, quelles sont vos actualités, vos nouveautés là? Qu'est-ce qu'on... Je bosse sur un scénario pour du Morgborg, pour Imaginaire d'ailleurs. Oui. Bon. Toujours des Première sorties, des nouvelle. choses comme ça. Et puis sinon, on est globalement content d'être là. Candice Alors, j'ai pas d'actualité vraiment d'expo à venir et tout, mais je suis toujours en train de faire mes dessins. Prendre ce qui vient, tout simplement. On retrouve toujours, on peut acheter des prints de Candice Roger dans les boutiques Fishbrain à Angers. Non, pas dans les boutiques en fait, juste quand ça ouvre et quand je le dessine Ah, en d'accord. fait. Bon, sinon, on peut te contacter sur les réseaux. Ouais, tu vends même ouais. des originaux d'ailleurs. Ouais. Ok. Eh ben merci. Bonne fin Merci à d'Angers vous. Geekfest à Merci, vous deux. Romain. Merci beaucoup. On va s'écouter un choix musical de Candice. C'est, je vais dire que c'est les Goblins, ça va être plus simple. La musique de Ténèbres. Un peu de disco pour passer au côté feel good de notre émission. Bon, c'était quand même la musique d'un film d'horreur. Bonjour Roxane Dambre Bonjour. et bonjour Sébastien Sellerin. Bonjour. Je me suis dit que ouais, on allait finir sur une note positive. Et Roxane, t'étais décrite comme une autrice feel good. C'est quoi? Une autrice feel good, c'est une autrice qui écrit des romans où, quand on les lit,
on se sent bien. Alors, on se sent pas forcément bien tout le long de la lecture, puisque évidemment, ça reste un roman, donc avec des hauts et des bas pour les personnages. Mais le but, c'est vraiment que les gens rient quand les moments sont drôles et qu'à la fin, ils se sentent bien et qu'ils se sentent comme s'ils étaient avec des amis, comme si j'étais chez eux. Ok. Donc il y a un côté cosy là d'ailleurs. Du coup, on va parler de Cozy Mystery. Il y a du cosy jeu de rôle. Sébastien, tu viens d'éditer Brindlewood Bay. Est-ce que vous sentez un mouvement? Il y a même quelqu'un des jeux vidéo tout à l'heure qui m'a dit mais depuis 4 ans, on a des jeux vidéo cosy. Oui, moi dans le domaine des jeux, je sens qu'il y a un intérêt en fait pour des univers qui racontent autre chose que de la tension dramatique ou des affrontements, et où il y a l'envie d'explorer des fictions plus calmes, qui ne sont pas pourtant dépourvues d'enjeux dramatiques, mais où la dramaturgie est peut-être un peu plus feutrée en effet. Oui. Alors, Roxane, t'as répondu à une attente là quand tu t'es lancée dans le feel good. Avant, tu faisais plutôt de l'urban fantasy, non? Je fais toujours de l'urban fantasy. Oui, c'est vrai, tu en refais. Donc, j'ai jamais arrêté d'en faire en fait. J'ai toujours été une autrice d'urban fantasy et de romantasy. Et effectivement, quand ma maison d'édition a lancé sa ligne d'édition, enfin sa collection Feel Good, mon éditrice m'a dit toi qui as une plume très légère et très rigolote, est-ce que tu pourrais pas nous faire 1, 2, 3 romans? Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis énormément amusée à les faire. Voilà comment je me suis retrouvée avec cette double casquette. T'en as sorti certains sous le nom de Roxane Malone. Tout à fait. Alors en fait, ça a été une histoire de marketing et de librairie. Parce qu'en fait, quand mes romans Feel Good sont sortis, j'étais très connue comme autrice d'urban fantasy et romantasy. Et du coup, les libraires m'ont classée sur les étagères d'urban fantasy et de romance fantasy, alors que pas du tout. C'était vraiment du Feel Good, c'était du contemporain, il n'y avait pas une miette de magie dedans. Et du coup, comme ils ont beaucoup confondu les deux genres et que mes livres d'urban fantasy se sont retrouvés dans le contemporain et que mes livres comme il y a eu vraiment des micmacs, mon éditrice a fini par dire « Est-ce que ça te dirait pas qu'on change ton nom pour bien séparer les deux veines ?» Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux nous pitcher comme une déesse qu'on a à l'écran là? Comme une déesse, ça raconte l'histoire de Nina. Nina qui a monté sa propre entreprise, qui est une entreprise qui s'appelle donc Comme une déesse, les déesses. Et aux déesses, on peut venir lorsqu'on est une femme fraîchement divorcée pour enterrer sa vie de mariée. Et donc alors là, il y a tout ce qu'une femme mariée n'a pas eu le temps de faire pendant son mariage. Donc à c'est savoir cocooning, spa, shopping. Et pour les plus aventurières, il y a même soirée avec gogo dancer. Donc voilà, l'idée de Nina, c'est vraiment de mettre des paillettes dans la vie des femmes qui viennent de divorcer, parce qu'un divorce, c'est un nouveau départ. Et Nina va se retrouver à la veille de Noël avec un contrôle fiscal sur les bras. Par un gars dont elle pense, sur le papier, il a un nom de vieux, donc elle pense que c'est un vieux qui va débarquer. Débarque un charmant jeune homme, convaincu que cette entreprise est une entreprise frauduleuse, puisqu'elle a été dénoncée, et donc c'est qu'il va se passer, il y a des choses à creuser, il y a des choses à trouver, et de fil en aiguille, bon, je vous raconte pas la suite. Ok, c'est venu comment l'idée? Ça existe ou pas, ce genre d'entreprise? Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas, et ça part d'un délire avec des copines quand on était étudiante. Ah oui? Parce que, justement, on enterrait la vie de jeune fille d'une de mes copines qui allait se marier, et on s'est rendu compte que si elle devait divorcer, il n'y avait rien pour elle. Oui, parce que c'est le genre de conversation qu'on a sur les enterrements de vie de jeune fille. On pense déjà on pense déjà à futur, l'étape d'après. Et on avait fait toute une soirée à monter fictivement cette entreprise d'enterrement de vie de femme mariée. Et finalement, quelques années plus tard, un roman. Et quelques années plus tard, quand j'ai cherché une idée comme ça, ça m'a tellement fait rire de retomber sur cette idée. J'ai commencé à l'écrire et j'ai envoyé un message à toutes mes copines de l'époque en disant « Ça y est les filles, je l'ai fait !» Alors, quels ont été les retours sur ce livre? De lecteurs, vous voulez dire? Ouais. Et des lectrices notamment. Des lectrices notamment. Tout le monde a bien ri. Et tout le monde est formel sur le fait que oui, il faut que cette entreprise existe un jour. Donc, appel aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes entrepreneuses, il y a un marché à prendre. Ok. Jean-Luc, tu peux nous passer un peu d'autres visuels de romans de Roxane Malone? Ouais, un appart de rêve.
L'appartement est hanté, mais... Alors, il n'est pas tout à fait hanté. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est un manoir. En fait, ça raconte l'histoire de Noël, qui est donc une jeune femme qui est spécialiste en résolution de problèmes pour les entreprises qui ont du mal. Et Noël va infiltrer une agence immobilière qui a du mal, justement, et elle se retrouve directement avec sur les bras un manoir à vendre, un manoir prétendument hanté. Le manoir n'est pas du tout hanté, c'est juste que les précédents propriétaires ils sont morts suite à un assassinat épouvantable. Et quand même. Et le gardien du manoir, le gars qui travaillait pour les anciens propriétaires, n'a pas du tout envie que le manoir soit vendu. Scooby-Doo. Voilà, donc il fait grincer les volets, il fait balader des voiles blancs devant les fenêtres. Donc c'est pas du tout hanté, mais ça fait quand même fuir les acheteurs. Ok. Jean-Luc, ouais. Ah oui, alors signé Sixtine, un roman qui se passe à Angers. Absolument. Signé Sixtine, c'est alors, notamment le tome 3, qui s'appelle donc le Festival de l'Apocalypse. Là, l'idée est née quand j'ai découvert le Festival du Roi René au moment où il y avait encore ça à Angers, où c'était encore... On avait des joutes médiévales, je crois, du côté du château. Exactement, des spectacles de fauconnerie, des trucs comme ça, c'était magique. Un concert de Luc Arbogast. Exactement, je m'en souviens, j'y étais. Et quand je suis arrivée à Angers, j'ai visité la tapisserie de l'Apocalypse, j'ai fait la visite guidée avec une guide magique qui commentait les tapisseries. Mais c'est comme si on voyait les personnages littéralement vivre quand elle racontait ce qu'elle voyait. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive un roman avec ça en toile de fond, quoi. C'est tellement magique, ça se suffit à lui-même. Donc j'ai raconté l'histoire de cette journaliste qui se retrouve à affronter les 4 cavaliers de l'Apocalypse à Angers. Et moi, j'ai fait la visite guidée aussi de la tapisserie de l'Apocalypse, et je me rappelle que la guide, à la fin, disait « Vous voyez, l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde ». Tout à fait. On a dû avoir la même guide. Elle termine toujours par la même blague. Peut-être qu'elle est arrivée. Alors, ce serait bien qu'on trouve ce livre d'ailleurs à la librairie du château d'Angers. Oui, pour ça, il faut voir avec le distributeur, le diffuseur et l'éditeur qui est Calman Lévy. Voilà. Okay. Et puis un karma presque parfait. Alors, un karma presque parfait, c'est l'histoire de Siloé. Feel good. Oui, ça c'est 100% feel good. C'était mon tout premier feel good. L'héroïne, Siloé, qui s'ennuie dans son travail, décide d'en changer. Et donc, elle va affronter cette catégorie de la population que personne ne comprend vraiment, qui sont les recruteurs. Avec toutes les questions extrêmement étranges que peuvent poser les recruteurs, comme « Quelle est votre marque préférée de céréales et qu'est-ce que ça veut dire de vous ?» Voilà, donc c'est complètement barré, c'est très amusant. Et en plus, elle va se faire coacher par un recruteur, justement, qui voit bien qu'elle n'est pas faite pour le poste pour lequel lui, il recrute, mais qui la trouve très jolie, très mignonne. Lui-même est un beau garçon célibataire. Donc, il va la coacher et ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Donc, dans le feel good, il y a de la romance, si je comprends bien aussi. Quasiment tout le temps, oui. D'accord, ok. On va passer à Brindlewood Bay, le jeu de rôle qui vient d'être édité par Sébastien. Oui, c'est ça. Pour les fondations de l'imaginaire. Alors, en fait, au départ, c'est un projet qui a été porté par un créateur américain qui s'appelle Jason Cordova, qui a la particularité en fait de faire ce qu'on appelle des hashcans, c'est-à-dire qu'il fait une version prototypée du jeu, il la met en ligne, il invite des gens à y jouer, il suit cette communauté qui joue et il se nourrit en fait de tous ces échanges-là jusqu'au moment où il décide d'en faire une édition définitive. Et en fait, j'ai acquis les droits de Brindlewood Bay et décidé de le porter dans le label des éditions de la Fabrique Imaginaire, qui est un label qui permet à la communauté francophone de jeux de narration partagée, la Fabrique Imaginaire, qui est animé par un auteur que je publie qui s'appelle Nicolas Levif, de proposer cette édition traduction de cette édition américaine, et surtout si jamais ça fonctionnait au cours d'une opération de financement participatif, que cette communauté réunisse en fait un certain nombre de plumes parmi eux, au sein de cette communauté, pour proposer des intrigues complémentaires dans cet univers. Et c'est ce qu'on a fait. Alors en quoi il est cosy ce jeu ? Un jeu d'enquête cosy et sombre. Ah, alors en quoi il est cosy ? Donc vous savez, dans les jeux de rôle, on est souvent hérité de la traduction un peu d'heroic fantasy anglo-saxonne. Donc on vous dit voilà, il y a des guerriers, des magiciens, il y a des elfes, il y a des nains, et puis il y a un monde à découvrir avec un dispositif qui est plutôt le voyage du héros. Et puis là, en fait, pas du tout, vu qu'on vous propose de jouer des veuves,
dans une petite ville de la côte est américaine, qui sont fans d'une même autrice, qui a la particularité d'écrire des romans policiers un peu feel-good, et qui partagent leur passion dans ce club de lecture et aussi pour d'autres polars. Et en fait, elles font le constat que dans cette ville, depuis quelques temps, il y a régulièrement des situations assez inquiétantes, mystérieuses, des crimes pour tout dire, et que la police n'est pas tellement à la hauteur. Et donc elles décident de s'en mêler, de mener leur petite enquête, et il se trouve qu'elles vont avoir le pif, au point que si jamais vous avez l'occasion de jouer une fois à Brindlewood Bay, vous résoudrez un crime dans cette atmosphère. Mais si vous voulez rejouer, en fait, vous allez découvrir que ces crimes sont liés par une intrigue, un complot qui hante la ville. Voilà. Et qui sera, là encore, sur un thème qui relève de la destinée des femmes, vu que cette conspiration est animée par des femmes qui, entre elles, s'appellent les doulas, pour la simple et bonne raison qu'elles vont permettre l'accouchement d'un monstre dans la ville. Ah oui, quand même. Alors, on voit quelques tentacules qui traînent par-ci par-là dans l'épisode du jeu, ça nous donne un peu un indice. Oui, parce que la côte est américaine, c'est aussi l'endroit où Lovecraft a vécu et où il a été, je pense, l'un des premiers éditeur, narrative directeur de world building, parce que finalement il a permis à plein de gens d'écrire avec lui sur sa lubie, son univers. Il les a commentés, il a fait des retours d'écriture, il a même permis à des gens de publier sous son propre nom. Et voilà, donc c'est aussi une façon de rendre hommage à cet auteur qui était un auteur de littérature populaire, peut-être même de littérature de gare pour l'époque, et qui finalement a laissé une empreinte dans l'écriture fantastique du XXe et du XXIe siècle, au point que certaines de ses créations sont devenues des icônes pop, parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde connaît Cthulhu, même si vous ne savez pas trop ce que c'est ni d'où ça vient, c'est un mot qui ne vous est pas étranger, quoi. Roxane, ça t'a jamais envisagé d'écrire quelque chose plus vers le mythe, tout ça ? C'est-à-dire avec des tentacules ? Ouais, par exemple. Dans ma dernière série, Albas Lone, on a des dragons. Ah ben oui. Donc, ils n'ont pas de tentacules, mais bon, on n'est pas loin. Tiens, un truc est cosy, restons sur cette page. Donc moi, je faisais partie des Fous Lanceurs et j'ai eu la bonne surprise. Le jour de Noël, je crois, j'ai reçu un scénario exclusif. Oui, alors c'est-à-dire que en fait, ce qui nous définit avec les éditions de la Fabrique Imaginaire qui sont portées par Nicolas Levif et qui se veut un peu aussi à l'instar de ce qu'a initié Jason Cordova aux États-Unis, c'est qu'on est éditeur parce que les gens qu'on connaît et avec qui on a des échanges aiment certaines choses. Et ce qu'on aime surtout, c'est cette atmosphère particulière qu'il y a dans ces nouvelles communautés en fait digitales. Et on essaye d'être généreux avec elle, de lui faire des bonnes surprises, sans pour autant avoir forcément des effets d'annonce. Et donc Nicolas et les gens qui sont proches de lui dans cette communauté et qui ont écrit le supplément inédit Voyage en France ont eu cette idée et je trouvais que c'était une belle idée. Donc voilà, cadeau de Noël. Et ces côtés cosy aussi, c'est de bichonner un peu ses fans. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais c'est parce qu'on les aime. Non, mais ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que ce qui définit aussi les mouvements cosy et feel good, indépendamment des thèmes, c'est que je pense qu'on a une génération d'autrices, d'auteurs qui ont envie d'avoir une relation privilégiée avec le lectorat, de retrouver un peu l'ambiance de la table de dédicace ou de la lecture qu'on peut avoir chez certains libraires qui ont encore cette culture-là, mais d'avoir ce lien privilégié. Et qu'il faut réinventer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent par le digital, donc j'ai envie de dire à la fois c'est facile mais c'est pas non plus facile au sens où on le ferait avec presque rien en fait. Non, on fait les choses sérieusement mais voilà, on essaie de créer un lien autrement, évidemment de rendre le digital un peu plus chaleureux qu'il n'est peut-être de prime abord, quoi. Bon, mais l'émission va se terminer, alors quelles sont vos actualités ? Alors, moi j'ai le 3e tome, donc le dernier tome de la série Albas Lone qui ne va pas tarder à arriver, il est prévu pour l'été. Et une édition, une intégrale collector de la série des Lignées de membres qui elle aussi va voir le jour très bientôt. Ok. Sébastien ? L'actualité, nous sur les éditions de la Fabrique Imaginaire, après le financement participatif, Brindlewood Bay et le supplément de création française vont arriver en magasin le 24 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et le seul supplément américain qui existe, qui s'appelle Nephews in Peril, devrait arriver le mois d'après.
Et parallèlement à ça, comme je dirige aussi la collection Force the Story, qui est une autre collection de jeux de narration partagée, après le succès de Sur la route l'été dernier, on va proposer une nouvelle aventure qui s'appelle Force Band, et où là vous interpréterez les roadies d'un groupe de musique Ça sera peut-être moins cosy là pour le coup. pendant une tournée mémorable. Ouais, je sais pas, je pense que quand on vit plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée dans le même bus, qu'on partage tout, il y a quelque chose de cosy quand même. Hein. On va terminer cette émission avec le choix musical de Roxane, Michael Bublé. La classe. Feeling good. C'est parfait. Birds Merci. flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bold world for me. For me. You know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. I feel so good.